Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Africable Télévision et dans votre émission politique, le débat qui retrouve son grand format, grand public ce soir. Et pour ce faire, Mesdames, Messieurs, nous avons comme thème ce soir bilan de la transition et perspective. Et pour en parler, nous sommes avec Monsieur Abdelkader Maïga, membre du comité stratégique du M5 RFP. Monsieur Maïga, bonsoir et bienvenue. Votre micro, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Dissa. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci vraiment. Notre second invité est Monsieur Amadou Koïta, président de PS Yelenkoura. Monsieur Koïta, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Dissa, bonsoir au charmant public, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Africa Télé, bonsoir à mes co-débatteurs. Merci de nous avoir invités. Nous sommes très ravis de vous recevoir également, M. Koïta. Mesdames, Messieurs, notre troisième invité est Dr Amadou Albert Maïga, membre du Conseil national de la transition, le CNT. Dr Maïga, bonsoir et bienvenue. Merci M. Dissa, bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers Africable et bonsoir à ceux qui sont ici présents dans cette salle, qui ont vraiment fait une très grande mobilisation pour être présents. Je remercie aussi, je salue par la même occasion mes aînés, mes co-débatteurs. Et aussi pour finir, vous avez évoqué tantôt, je suis membre du Conseil national de transition. Bien entendu, je salue les membres du Conseil national de transition et de surcroît son président, le colonel Malik Diaw. Merci. Merci beaucoup, docteur Maïga. Mesdames, Messieurs, enfin, nous sommes avec Maître Kassoum Tapo, président du Morema. Maître Tapo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Dissa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et je voudrais saluer tous ces jeunes gens qui sont là, qui manifestent un intérêt pour ce débat. C'est pour eux que nous faisons tout ça. C'est pour les jeunes. L'avenir du Mali demain, c'est eux. Et je voudrais saluer aussi tous vos téléspectateurs qui s'intéressent à ces sujets concernant notre pays. Merci. Merci beaucoup. Alors, cher public, vous qui êtes présents, merci d'avoir effectué le déplacement. Vous qui nous suivez depuis la télé, nous savons que vous êtes ce soir des millions de Maliens à nous regarder et nous savons que vous attendez beaucoup de ce débat que nous aussi, nous voudrons bien pédagogique et nous espérons qu'avec nos invités, nous aurons beaucoup d'éclaircissements. Alors, Monsieur Maïga, dites-nous alors du bilan, si nous avons eu finalement une seule transition ou deux transitions depuis le 18 août 2020. Merci, Monsieur Dissa. Je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs, saluer tous ceux qui sont ici présents et saluer les co-débatteurs et leur souhaiter un bon débat franc, sincère et constructif. Pour vous dire, je suis également obligé de saluer même les panafricains et saluer le peuple malien pour sa détermination, pour sa lutte héroïque, pour qu'on en arrive là. Vous parlez de bilan, ça nous amène techniquement, je dis, techniquement, à faire des comparaisons. Soit une comparaison de l'existant à ce qui a déjà existé, ou une comparaison entre deux choses, ou une comparaison de valeur et de qualité. Aujourd'hui, pour savoir réellement quel est le bilan de la transition, on ne peut pas parler de 18 mois, de ce qui s'est passé ici, ça et là. Il faudra savoir où est-ce que nous avons quitté pour se retrouver là où nous sommes aujourd'hui. Donc les Maliens doivent se rappeler clairement qu'en 2012, nous étions envahis par des terroristes, par des djihadistes, par toutes sortes de personnes, par des séparatistes. Et qu'en 2013, sous la volonté des Maliens, nous avions accepté aller, soi-disant pour respecter la démocratie, aller en élection et nous avons voté pour des gens qui nous ont dit le bonheur du Mali, l'honneur du Mali, la dignité, Niedoniateke Malila. Ça, c'est en 2013. Nous avions croisé les bras, nous avions regardé. Jusqu'en 2018, où les Maliens sont morts, les Maliens ont perdu l'espoir. Les Maliens sont tombés le plus bas possible de leur imagination et de leur histoire. Des élections truquées ont eu lieu.
Des élections qui ont été émaillées de contestations de plusieurs mois à travers le monde. Parce que la diaspora malienne s'est manifestée contre les résultats de ces élections partout. Et qu'est-ce qui se passe? Plus tard, nous avions compris, quand on a voulu renouveler l'Assemblée nationale, qu'à partir de cet instant, le vote du Malien ne compte plus. Vous pouvez voter autant que vous êtes. Quelqu'un reste dans la chambre magique et puis il met ce qu'il veut et puis voilà, il fait passer celui qu'il veut. On s'est dit alors, trop, c'est trop. On est arrivé au sommet. Il n'y a aucune politique pour nous sortir de là. Il n'y a aucune politique pour que nous puissions réellement retrouver notre souveraineté, notre dignité, notre intégrité territoriale. Donc, il ne reste plus rien qu'à se lever et à se battre pour que le Mali retrouve tout cela. C'est dans ce cadre-là que le mouvement populaire s'est levé. Et ce mouvement populaire, que je salue de toutes mes forces, a eu gain de cause. Nous avions ouvert une transition. Cette transition, à la date d'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, n'est comparable nullement à quoi que ce soit que vous puissiez imaginer de 58 ou de 60, on peut dire, à maintenant. Mais si vous voulez comparer cette transition à la période de 2012 à maintenant, je vous dis, le bilan est extrêmement positif. Je prends quelques exemples. On aura certainement le temps de parler de ce bilan-là, mais là, tout de suite, ma question était relative à deux phases de la transition du 18 août 2020 à nos jours. Nous avons vu le président Bandaou, ensuite on a le président Assimi Goïta. Est-ce qu'on doit parler de deux transitions ou c'est la seule et unique transition depuis le 18 août 2020? Dit ça, je trouve que la question, elle n'est même pas à poser. C'est la même transition qui continue et nous sommes coupables de cette transition. Il n'y a qu'une transition au Mali, il n'y a qu'une charte pour cette transition jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc il n'y a pas à parler de deux transitions. Je veux simplement que vous compreniez que cette transition qui est ouverte à partir du 20 août 2020 est aujourd'hui la chance que le Mali a pu obtenir, parce que c'est cette transition qui est en train de nous sortir vraiment de tout ce que nous avons connu comme misère par l'ancien régime d'Euch. Nous avons aujourd'hui des moyens de conquérir notre souveraineté à travers des avions achetés tout neufs, pendant que le régime passé avait des avions cloués au sol, mais au même prix. Avec 1230 milliards, c'est juste un petit calcul, avec 1230 milliards détournés par l'ancien régime, on pouvait avoir au minimum 136 avions. 136 avions, je dis bien. Mais ça n'a pas été le cas, donc vous devez comprendre où est-ce que nous avons quitté et où est-ce que nous partons. D'accord, merci Monsieur Maïga. Monsieur Goïta, en tout cas, qu'il y ait une seule transition ou deux, nous avons quand même connu deux exécutifs. Nous avons connu deux présidents, nous avons connu deux premiers ministres. Et Monsieur Maïga le disait, effectivement, faire le bilan, forcément, il revient effectivement à faire des comparaisons. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des différences notoires entre Bandaou Mokhtar et Assimi Shogel? Je vous remercie. Effectivement, nous sommes dans la même transition. Les organes de la transition sont les mêmes. Il y a eu certes une révolution des palais, puisque comme vous le savez, après le coup d'État du 18 août 2020, coup d'État qui est un crime imprescriptible, conformément à l'article 121 de la Constitution du Mali. Coup d'État que doit condamner tout homme politique, tout parti politique, puisque les partis politiques exercent leur activité plutôt dans le domaine de la loi. C'est vrai, M. Maïga a parlé des événements insurrectionnels du 5 juin, en faisant référence aux élections passées 2018-2020. Oui, toutes les élections, la démocratie même est un processus à parfaire. Mais force est de reconnaître, en 2013, j'étais avec lui, on le soutient à feu Soumaïla Cissé.
Ça a été une élection propre, une élection transparente, une élection crédible, où nous avons même donné une leçon de démocratie, puisque le vaincu est allé saluer le vainqueur. En 2018, nous avons tenu des élections à deux tours, où il était simple, si réellement ceux qui étaient unis contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, si cette union était autour du Mali, si cette union était autour des valeurs républicaines et démocratiques, puisque ça a été une élection de deux tours, au feu. Ibrahim Boubacar Keïta, je m'incline devant sa mémoire, que son âme repose en paix, comme Soumaïla Cissé aussi, a obtenu 37% au premier tour, si je ne m'abuse. Feu Soumaïla Cissé était à 18-19%. Tous les autres candidats, si réellement on voulait qu'il y ait une alternance républicaine, conformément aux principes et aux pratiques démocratiques, c'était plus simple à l'époque de pouvoir réunir tous les autres candidats pour amorcer cette alternance. Le deuxième tour s'est tenu. Les résultats, pour une première fois dans l'histoire de notre pays, ont été publiés bureau de vote par bureau de vote. En 2020, après le dialogue national inclusif, qui a été précédé par le dialogue politique inclusif à travers un accord politique de gouvernance initié à l'époque par l'opposition, il avait été, conformément aux résolutions du dialogue national inclusif, demandé d'organiser les élections législatives à une date indiquée le mois de mai. Ces élections se sont tenues dans les 55 circonscriptions électorales du Mali. Ces élections se sont tenues dans 97% des bureaux de vote. Les résultats obtenus par l'administration territoriale de façon marginale ont été acceptés par l'ensemble des acteurs. Malheureusement, les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle ont créé l'arrêt de la Cour proclamant les résultats définitifs a créé des problèmes. Il faut le reconnaître. Mais cela ne pouvait pas justifier. Maintenant, 18 mois après, tout ce qui avait été dit, on avait parlé de l'insécurité, beaucoup de défis. Le M5 était porteur de certaines revendications qui étaient légitimes. Mais un bon démocrate, un bon républicain, devait savoir avoir le sens de la retenue, éviter, après le coup d'État le plus stupide de 2012, il a évoqué 2012, qui a fait occuper, après ce coup d'État, les 2 tiers de notre pays, où il a fallu la mobilisation des démocrates, des républicains, dont il fait partie, Maître Tapo, Feu Soumaïla Cissé, à travers, au sein du FDR, pour amorcer le retour à l'ordre constitutionnel. À un mois de la fin de la transition, tout ce qui avait été dit, nous sommes aujourd'hui dans un isolement diplomatique. Nous sommes aujourd'hui dans des pires sanctions économiques, financières, avec la fermeture de nos frontières. Nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile où le pouvoir d'achat du Malien s'améliore de jour en jour. Nous saluons quand même aujourd'hui la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité, qui est quand même le résultat d'un travail entrepris depuis la loi d'orientation et de programmation militaire. On nous a parlé de 1250 milliards qui ont été détournés. Vous êtes au pouvoir depuis le 18 août 2020. Vous avez promis l'audit de la loi d'orientation et de programmation militaire. Faites-en. Produisez le document. Je sais que cette loi d'orientation et de programmation militaire a permis aujourd'hui d'équiper notre armée, a permis aujourd'hui de renforcer les capacités de notre armée. Monsieur Kota, quand il parle de des avions, moi j'ai été porte-parole du gouvernement. J'ai été porte-parole du gouvernement. L'armée n'est pas un parti politique. L'armée est le creuset de l'unité nationale. L'armée est l'outil de souveraineté nationale. Je ne dis pas que tout était sain. Il y a eu certains problèmes, mais force est de reconnaître que ce qui a été réalisé, pendant ces 8 ans est fort appréciable. D'accord. Il faut le reconnaître. Nous aurons le temps de revenir. Aérien. Quand on était le 18 août, on aura le temps de revenir. Voilà, comme on s'est mis d'accord 5 minutes. Un mois de la fin de la transition, c'est les sanctions les plus draconiennes. Les Maliens sont dans des conditions extrêmement difficiles. Nos opérateurs économiques ont leurs conteneurs bloqués à Dakar, à Abidjan, les camions, bref. D'accord. Alors, monsieur Dr Maïga, en tout cas,
qu'il y ait une seule transition ou pas, qu'il y ait des différences ou non entre alors, le duo Bandaou et Mokhtarwan, le duo Assimi et Choguel. De toutes les façons, depuis le début de cette transition, les Maliens ne parlent que de Malikoura, les Maliens ne parlent que de réformes nécessaires à mener. Alors, quelles sont, selon vous, à l'heure du bilan, justement, ces réformes-là qu'il faut vraiment mener nécessairement et pourquoi? Merci M. Dissa. D'abord, je tiens à m'incliner pieusement devant la mémoire des victimes civiles et militaires qui sont tombées vraiment pour que notre pays puisse recouvrer sa souveraineté et son unité. Effectivement, je rejoins encore mon grand frère Abdelkader qui a eu à dire qu'il y a eu une seule transition, tout comme le grand frère Amadou Koïta aussi. Il n'y a eu qu'une seule transition, seulement il y a eu une modification et un changement au cours de cette transition, chose qui est tout à fait normale. Moi, je me rappelle, j'étais aussi du mouvement M5. Nous ne sommes pas sortis parce qu'il y avait seulement des difficultés d'organiser des élections. Nous ne sommes pas seulement sortis parce que les élections législatives avaient connu des erreurs émanant de la Cour constitutionnelle. Non, nous sommes sortis parce que le peuple malien avait soif, parce que les gens aspiraient à un changement, parce que le Malien voulait recouvrer sa souveraineté, son honneur, sa dignité et sa grandeur. C'est pourquoi aujourd'hui, je salue aujourd'hui les autorités de la transition qui sont à la tête de l'État. Bien entendu, il s'agit de son Excellence le colonel Assimi Goïta, son Premier ministre le Dr Choguel Koukala Maïga et bien entendu mon président le colonel Maliki Diaw qui aujourd'hui ont donné aux Maliens, à l'Afrique et à tout un continent son honneur, sa grandeur et sa dignité. Par rapport au bilan, vous savez, pour faire simple, avant le bilan, les réformes. Oui, je vais finir par les réformes. Parce qu'il y a une question sur le bilan, une question plateau sur le bilan, mais je crois que tout le monde est pressé d'aller au bilan directement. Je veux qu'on circonscrive un peu d'abord le débat avant de mettre les pieds vraiment dans le plat des bilans là, quoi. Je suis d'accord avec vous, Dissa. Alors, s'agissant des réformes, vous savez, d'abord, à mon avis, il s'agit d'abord de faire des réformes sécuritaires. Parce que le plus grand problème qui mine notre pays, l'existence même de notre pays aujourd'hui, c'est la crise sécuritaire. Et on ne peut pas parler de gestion de cette crise sans pour autant faire des réformes sécuritaires au niveau de ce secteur-là. Et c'est pourquoi vous avez vu que le CNT a adopté une loi portant création d'une école de guerre en République du Mali parce que nos militaires partaient dans des pays comme la Russie, la Chine, le Maroc, la Mauritanie, ainsi de suite pour aller se former. Et quand ils venaient, ils devaient chaque fois faire des formations des niveaux pour harmoniser les positions parce que les écoles diffèrent. Au-delà après les réformes sécuritaires, il faut aussi des réformes dans le secteur de la santé. Parce que quand nous sommes sortis dans la rue, nous avons dit que nous manquons de plateaux techniques. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons amélioré beaucoup ce secteur. Même si je suis d'accord qu'il y a des choses à améliorer, mais nous avons quand même fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les Maliens peuvent aller dans les hôpitaux publics. Parce que moi-même, hier, j'étais là-bas avec mes enfants qui souffrent. Et ensuite, au-delà du secteur de la santé aussi, il y a aussi le secteur de l'économie. Parce qu'on ne peut pas prétendre faire un changement, gérer et faire la gestion de la crise sécuritaire sans pour autant parler d'économie. Parce que l'économie est la base de tout ça. La première puissance, à mon sens, étant la puissance de feu. Si nous gérons cela, nous allons nous tourner maintenant vers la puissance économique. Il faut faire des réformes économiques. Et ces réformes économiques, nous les avons entamées. À chaque fois que nous votons des lois de finances, nous adoptons aussi en même temps des réformes qui sont annexées à ces lois de finances. La transition, quand nous sommes venus, nous avons voté la loi de finances rectificative, qui est le collectif budgétaire de 2020, parce que le changement a eu lieu en août 2020. Il y a eu aussi un budget, la loi initiale de 2021. Ensuite, il y a eu encore un collectif budgétaire en 2021 et une loi de finances initiale en 2022 qui, contrairement à mon grand frère, je pense qu'aujourd'hui notre économie se porte bien malgré la crise parce que la santé d'une économie se regarde à travers les critères de convergence de l'UEMOA. Nous sommes dans une économie monétaire ouest-africaine et quand on regarde ces critères, je prends l'exemple sur le critère de convergence taux de pression fiscale qui, l'UEMOA dit qu'il faut aller à 20%. Quand nous sommes venus aux affaires, on était à 14,2% ou 13,5%.
13,7%, quelque chose comme ça. Mais ensuite, on a élevé jusqu'à 14,7, jusqu'à 15,2, jusqu'à 15,7 aujourd'hui. Une fois de plus, le bilan, nous allons arriver au bilan là. De toute façon, on est d'accord sur 5 minutes par rapport. Non, malheureusement, les 5 minutes sont bouclées. Déjà? Ah oui, c'est bouclé, d'accord. Mais nous aurons vraiment le temps de parler de ces bilans-là. Alors, Maître Tapo, il vient de parler des réformes sécuritaires à mener, des réformes au niveau de l'éducation, les réformes au niveau de notre économie, et en écoutant les Maliens, ils disent que ces réformes sont nécessaires. Êtes-vous de cet avis-là? Merci Dissa, mais j'ai l'impression que nous ne vivons pas dans la même République. La première phase de la transition, les meilleurs juges, ceux qui ont fait les meilleurs commentaires, c'est ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement. Rappelez-vous, ils avaient dit que c'est un régime militaire qui est instauré, que le gouvernement est militaire, que le Premier ministre a été désigné par des militaires, que le CNT a été nommé par des militaires, que son président est un militaire, que le vice-président devrait se retrouver sur le terrain et non pas à distribuer des moulins ou des fourrages, que ce n'était pas le rôle d'un président, etc., etc. Et qu'ils étaient incompétents. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, et que rien n'a été fait. Pendant 9 mois, c'est ce qu'on a entendu. Donc ça, c'est la première phase de la transition, bilan 0. D'après les membres actuels du gouvernement, c'est pas moi. Maintenant, à partir du 24 mai, quand ceux qui disaient que rien n'a été fait, que tout est nul, ont été appelés aux affaires, soudain, en moins de 9 mois, le Mali a changé totalement. Moi, je veux bien, mais de grâce, pitié pour ce peuple-là. Ce n'est pas des phrases à Bamako. Cette deuxième phase-là de la transition, ce n'est que de la phraséologie. Ce n'est que de la phraséologie sur la place de l'indépendance. En saltimbanque, on met des tenues camouflées. Après, c'est des tenues de Modibo Keïta. On va devant les Nations Unies tenir des discours pompeux qui ne correspondent absolument pas à la réalité. On fait des soliloques sur l'ORTM tous les jours, c'est les mêmes qui parlent. Nous n'avons pas le droit, nous, de parler sur l'ORTM. Heureusement qu'il y a Africa, merci, dit ça. Donc, comme je l'ai dit ailleurs, là, on se joue la cithare. Mais malheureusement, les réalités sont tout autres. Moi, je veux bien la montée en puissance de notre armée. Mais même là, on est en train d'insulter nos officiers qui, depuis des années, sont en train de mourir sur le terrain. Et on vient nous dire, ça fait 10, 20 ans qu'ils n'ont rien fait. Mettez-vous, si vous êtes au niveau du bilan déjà. Bon, mais justement, le bilan, parce que la seule chose que j'ai entendue du bilan, c'est la sécurité. Ça va être la question qui va suivre tout de suite. Okay, et pour tout le monde. Moi, j'avais pensé que la question, c'est sur les réformes. Moi, j'avais pensé... Les réformes nécessaires, demandées par les Maliens. Moi, je vais vous dire... Pensez-vous que ces réformes sont nécessaires? Si oui, lesquelles? Dis ça. Oui. La réforme, ce n'est pas le rôle de la transition. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est ça le problème, c'est pourquoi on ne s'entend pas. Une transition n'a pas vocation à faire des réformes profondes pour changer le pays. Je suis désolé. La transition, c'est passer le pouvoir, passer la main à un régime élu démocratiquement. On ne vient pas de la rue pour imposer un pouvoir. On part aux urnes, on gagne les élections et c'est un régime élu qui fait les réformes. On a fait les assises en nous disant on va réformer le Mali, vous allez voir ce que vous allez voir. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a retenu des assises? Quoi? La proposition de 5 ans de prorogation de la transition qui a déclenché la crise que nous connaissons. À part ça, il y a eu quoi? Dites-moi, qu'est-ce que vous retenez des assises? Quelles sont les réformes qui ont été proposées? C'est les mêmes, le débat sur le plan des réformes institutionnelles, des réformes économiques, des réformes sécuritaires. C'est les mêmes débats depuis des années. On ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Mais ce n'est pas à la transition de faire ces réformes-là. C'est le pouvoir élu démocratiquement par le peuple qui va faire les réformes qu'il faut. Comment voulez-vous imposer à un président qui va être élu au suffrage universel, donc qui va s'adresser au peuple? C'est peut-être vous, demain, je n'en sais rien. Vous allez proposer des choses au peuple, vous allez être élu sur ça.
Comment voulez-vous qu'on vous impose à l'avance des réformes que vous n'avez pas initiées, que vous n'avez pas proposées au peuple? D'accord. Ça, c'est la démocratie qui marche sur la tête. D'accord, les 5 minutes bouclées. Merci. Maintenant, nous arrivons quand même au bilan. Et là, 5 minutes chacun. Alors maintenant, allons-y. Monsieur Maïga, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché d'après vous? Même quand on parle de bilan seulement, on fait comparaison. Merci, Monsieur Dissa. Je remercie mon jeune frère Mamadou Maïga parce qu'il a parlé quand même de la pression fiscale. Qui est un très bon indicateur. Mais pour que ceux qui sont là et ceux qui nous suivent puissent comprendre, nous travaillons de façon méthodique et technique. Aujourd'hui, si tu veux faire une comparaison, tu sors des chiffres. Le Mali, qui était à 13%, se retrouve aujourd'hui à 15%, sinon même plus. Et il est attendu 16% en 2022. Ça veut dire que l'économie va bien. Nous avons réussi à réduire notre déficit budgétaire. Et il faut que les Maliens le sachent. Depuis le début de cette transition jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu d'appui budgétaire. Je défie quiconque, le Mali roule sur ses propres fonds depuis le début de cette transition. Donc ne venez pas nous dire que la vie coûte cher, je ne sais pas moi, je ne sais pas comment des intellectuels sortent juste des choses pour pouvoir épater d'autres personnes. Mais allons-y avec la réalité, le concret. Aujourd'hui, c'est uniquement l'appui sectoriel qui a marché par endroits. Nous sommes avec notre budget. Et le taux de pression dont il a parlé, ça veut dire quoi techniquement? Ça veut dire tout simplement que le Mali arrive à faire une très bonne gouvernance, malgré la porosité de nos frontières, malgré le fait que beaucoup de choses ne sont pas contrôlées quand ça sortait depuis avant jusqu'à présent, mais que nous arrivons à faire de très bonnes recettes. Voilà la situation du Mali de façon réelle sur le plan économique. Vous voulez parler tantôt de... Je vais revenir sur un peu Goïta qui dit qu'il faut un peu de retenue par rapport aux politiciens, ceux qui disent les micros. Je n'ai pas été un crime imprescriptible ou ceci, cela. Je suis désolé, Goïta. Celui qui a été élu en 2013, il a été démocratiquement élu. Vous avez fait les éloges de l'élection de 2013. Ça a changé quoi au Mali? Il a été bien élu, avec 77%. Mais malheureusement, nous sommes dans le trou que nous connaissons à cause de cette élection. Donc la démocratie a servi à quoi? Si la démocratie, c'est servir ses parents, ses amis, ses connaissances, à quoi sert la démocratie? Aujourd'hui, le bilan de la transition, c'est justement de rectifier cela. Et je dis à Maître, désolé Maître, je suis vraiment désolé. Parce que vous êtes de renommée internationale. De renommée internationale. Et j'avoue, j'ai pas vu quelqu'un qui nie vos compétences professionnelles. Mais vous savez, lorsque vous êtes dans le terrain politique, vous faites tout sauf mettre en exergue vos compétences professionnelles, vos connaissances. Parce que vous ne pouvez pas me dire, c'est le M5 qui a dit que le régime qui est là n'a rien fait, a fait ceci, a fait cela, ils ont raconté. X a dit ou Y a dit, c'est son problème. Mais ça n'est pas un jugement que nous portons nous tous. Donc ça ne sert à rien ici. Deuxièmement, phraseologie, discours, ça ce n'est qu'une personne. Nous ne sommes pas dans un problème de personne sur ce plateau. Nous sommes là pour discuter du Mali. Ce que X ou Y a pu faire qui ne vous a pas plu, réglez ça entre vous, mais donnez-nous... Il vous reste 1 minute pour la suite du bilan. Oui, d'accord. Je reviens parce que pour la suite du bilan, il a parlé des réformes. Il dit que les réformes ne sont pas le rôle d'une transition. Là également, je suis désolé. Vous avez fait une interview avec un journaliste où vous dites que vous souhaitez qu'il y ait une transition de 3 ans, qu'il y ait des réformes et que le Mali puisse s'en sortir et que vous priez que les Maliens changent de mentalité. C'est vous qui l'avez dit. Demain matin, on va faire circuler ces propos sur les réseaux sociaux. C'est vous qui l'avez dit. Alors, comment vous voulez dire ce jour qu'il faut une transition de 3 ans pour un changement de mentalité, de refondation, et aujourd'hui vous dites que ce n'est pas une transition qui peut faire une refondation? Maître, soyez cohérent.
Et ça me ramène à votre interview que vous avez eu à faire sur RFI. Du début à la fin. Je vous en non, prie. mais c'est le débat. C'est le débat. Continuons. Parce que moi je suis. Continuons. Non, mais c'est le débat. C'est le débat. Vous savez, continuons. je suis obligé. Parce que moi je ne suis pas venu à ce débat juste pour me faire plaisir. Je suis venu à ce débat pour confronter votre réflexion, votre vision de la chose. Votre vision, quand je dis vous deux. Votre vision de la chose. D'accord, on va. Ma vision. D'accord, c'est monsieur. Pourquoi je suis là. Merci, monsieur Maïga. Nous allons continuer. Alors, monsieur Koïta, par rapport au bilan, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? J'avais anticipé sur la question. Justement, parce que c'est une question qui attend tout le monde. Mais je voudrais quand même répondre par rapport aux aspects économiques. J'ai entendu que le taux de pression fiscale s'est amélioré, tout. Mais je voudrais quand même dire que le budget que vous avez trouvé après les événements le 18 août, élaboré par le gouvernement d'alors, le budget se chiffrait en termes de recettes à 2188 milliards de francs CFA. En termes de dépenses, à 2848 milliards de francs CFA. C'est le budget que nous avons élaboré, puisque vous connaissez l'élaboration du budget. Ça se fait en 12 phases. Il y a d'abord l'élaboration du cadrage macroéconomique, la validation de ce cadrage macroéconomique, l'élaboration également du cadrage budgétaire, la validation, la détermination également de l'enveloppe financière. Après cela, la lettre de cadrage du Premier ministre. Après cela, la conférence budgétaire des DFM. Après cela, il y a l'arbitrage et également l'édiction du budget. Après cela, il y a l'adoption en Conseil des ministres de l'avant-projet. Après cela, il y a l'adoption par l'Assemblée nationale. Il y a la promulgation de ce budget par le chef d'État et la mise en exécution. La phase, ça commence du mois de mars jusqu'au mois de septembre. Ça, c'est la phase technique gouvernementale. Après, c'est l'Assemblée nationale qui doit adopter. Ce budget était à 2188 milliards de francs CFA en termes de recettes. En termes de dépenses, 2848 si je ne m'abuse. Mais le budget que vous avez adopté pour 2022, les recettes sont à 2133 milliards de francs CFA. En termes de dépenses, en 2741 milliards de francs CFA. C'est vrai, en termes de déficit budgétaire, vous êtes à 617 milliards. En termes de déficit budgétaire, le budget de 2021 plutôt était à 683 milliards, si je ne m'abuse. Mais c'est pour dire qu'en termes de budget, chaque année, si le budget n'augmente pas, c'est une récession. C'est une récession. Vous pouvez m'expliquer, M. Maïga, vous êtes membre de la commission finance, si je ne m'abuse, pourquoi nous avons quand même connu, pourtant nous avons connu une production record d'or, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Donc si vous voulez nous expliquer, et puis en termes de pression fiscale, vous avez parlé, est-ce que vous savez aujourd'hui que la masse salariale par rapport aujourd'hui aux recettes fiscales, dont la norme de l'IMOA doit être de 35%, nous risquerons nous d'être à 48%. Nous risquons d'être à 40%. Maintenant, s'il y a une amélioration des recettes, mais il faut qu'elle se sente également sur le panier de la ménagère. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je reviens maintenant à M. Maïga qui dit qu'on doit être cohérent et qu'une transition doit être là pour faire les réformes. Mais M. Maïga, le 10 mai 2010, je ne sais pas si vous faites partie de la délégation qui était à Koulouba quand la délégation du M5 RFP a été reçue par le président Bandon. 2010 le 10 mai 2021, si je ne m'abuse. 2020 Non, 2021. Okay. C'était en 2021. C'était quelques jours avant les événements du 24. La révolution des parades dont j'ai parlé. Mais ce jour-là, le président du M5 RFP, Dr Chokolo Mokogala Maïga, on l'a tous entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Après tout ce que Tapo vient de dire, nous on ne s'est jamais mis dans cette posture de qualifier le CNT. Vous avez dit quel bilan? Vous avez dit combien de phases? Vous savez, on dit souvent que la lutte unit, le pouvoir divise. Après la première phase, après les événements du 18 août, le M5 RFP avait pensé que le pouvoir l'appartenait. Je crois que la gestion avec les 5 colonels n'a pas été ainsi. Bon, certains ont pris l'ascenseur. On rejoint quand même les militaires pour se retrouver au CNT et tout. D'autres étaient dans les conférences de presse chaque jour pour traiter le CNT d'illégal, d'illégitime. Ils ont même porté plainte devant la Cour suprême pour dire qu'on est dans la colonisation, pour dire que le gouvernement n'était composé que par les colonels, leurs parents et leurs amis. Bref, et le 10 mai, ce jour-là, la délégation du M5 RFP a dit ceci. Les réformes minimales, les réformes essentielles doivent être laissées au pouvoir démocratiquement élu. Nous n'allons pas accepter qu'il y ait une seconde, une heure, un jour de plus sous le délai de la transition.
on partageait quand même cet engagement ensemble. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Vous avez parlé de cohérence, vous avez parlé de souveraineté, vous avez parlé d'honneur, mais là aussi c'est respecter ses engagements. D'accord. C'est respecter sa parole donnée. Donc voilà un peu ce que je voudrais quand même dire. Que M. Maïga m'explique cette récession. Notre budget, ça veut dire qu'ici il y a récession, ça veut dire qu'il n'y a pas de croissance. D'accord. Donc malheureusement, nous sommes dans ça. Bon, on aura le temps de rentrer dans d'autres détails. D'accord. Docteur Maïga, le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Répondre à cette question, parce que moi je suis docteur en économie, je crois savoir que M. Koïta aussi est aussi économiste parce qu'il a fait, il est gestionnaire, d'accord, tant mieux. Je vais d'abord répondre à cette question, moi j'explique clairement, c'est-à-dire que si le taux de pression augmente et que lui il dit que les recettes augmentent, c'est pas cohérent, ça veut dire que dans la loi de finances il y a quelque chose qui n'a pas marché. Effectivement quand on venait les recettes étaient de l'ordre de 2800 et comme il a eu à le dire, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas trop. Nous, aujourd'hui, la loi de finances 2022, c'est les recettes fiscales, évidemment, les dépenses sont de l'ordre de 2748,285 et les recettes de l'ordre de 2130 milliards. Depuis que nous sommes venus, voilà ce qu'il faisait. Il reconduisait chaque fois systématiquement le montant des recettes fiscales nettes, notamment la vente de la 4e licence de téléphonie mobile, qui n'a jamais vu le jour. Donc, comme le budget est une prévision, chaque fois, ils le mettaient dedans. Et leur budget était aussi basé sur des appuis budgétaires, ça veut dire l'argent du blanc, l'argent du colon. On a enlevé tout ça. Nous nous sommes dit, il n'y a pas eu de 4e licence de téléphonie mobile, il faut enlever. Il y a une seconde dépense aussi, mais que je n'ai pas en tête, plus les appuis budgétaires généraux et sectoriels de certains côtés, nous on l'a enlevé. On a dit il faut de la sincérité parce que le Bali est régi en budgétisation en mode programme depuis 2017 à travers la loi numéro 06/97. Donc nous on a dit il faut répondre aux normes et il faut des résultats. C'est pourquoi l'argent que nous avons mis dans l'achat des équipements militaires, vous les avez vus, les Maliens ont vu, ces achats ont produit des résultats sur le terrain. Les militaires sont en train de gagner en terrain et les terroristes sont à débandade parce que notre gouvernance est axée sur le résultat. Ensuite, par rapport à ce qu'il a dit encore, l'augmentation des recettes, moi je vous l'ai dit, je le prends et je défie quiconque, pas sur ce plateau mais sur le plan national, qu'ils nous disent si nous n'avons pas fait mieux que le régime passé en termes de mobilisation des recettes. Parce que le taux de pression fiscale, c'est quoi? C'est l'ensemble des recettes fiscales divisé par le produit intérieur brut. C'est ce qui te donne en tout cas le taux de pression fiscale. Ça vient en pourcentage parce que c'est en tout. Et quand on regarde 1% de notre PIB, c'est de l'ordre de 12 milliards à peu près. Donc ça donne à peu près 120 milliards de francs CFA, soit les 1%. Ça, à ce niveau, il n'y a pas de débat. Maintenant, à ce qui concerne les recettes fiscales nettes en pourcentage du PIB, en 2021, on était à 15,1. En 2022, nous serons à 15,5. Tenez-vous bien. La différence entre nous, moi je suis vraiment à un niveau, c'est pas pour lui jeter des flèches. Aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait que je sois à un niveau plus élevé, macroéconomique je dirais. Moi je ne gère pas les détails. Moi je gère un État. La différence entre nous, ou moi, et les hommes politiques, c'est que les hommes politiques pensent à l'élection future qui va venir et nous pensons à l'avenir de la génération future. Ces jeunes gens qui sont là aujourd'hui, qui nous regardent, qui sont dans cette salle, qui nous suivent aussi à travers l'Afrique de par le monde, nous pensons à leur avenir. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler pour faire augmenter nos recettes fiscales sur la base de nos ressources. Maintenant, la baisse, la récession et autres, nous avons tous vu la crise de coronavirus ici. Nous avons vu l'échec du gouvernement, l'échec du régime passé à gérer la crise du coton, qui au lieu en 2020, ils ont eu une production de 156 472,202 tonnes. Évidemment qu'il y aura récession. On est venu trouver ça comme ça, mais on a géré. On a géré pour la première fois dans l'histoire du Mali, nous avons amené le prix du coton à 275. Et c'est ce qui a donné, en tout cas dans les prévisions, une production de 820 000 tonnes. Tenez-vous bien. Et en 2022, nous attendons 918 440 tonnes. Ça veut dire qu'on a fait mieux. Les chiffres ne peuvent pas mentir parce que ces chiffres, nous les faisons, nous les démontrons en confrontation avec les partenaires techniques et les PTF et autres. Donc, pour revenir au bilan, pour finir, le bilan de cette transition est inclus dans le bilan de la démocratie. 30 ans de gouvernance.
Pendant 30 ans, les Maliens ont cherché à vivre, les Maliens ont cru à un idéal. Et les Maliens, on a vendu de l'illusion de la poussière aux Maliens. Et aujourd'hui, nous sommes en train de redorer la grandeur et la souveraineté de ce pays. Ça fait mal à certains parce qu'ils ont eu l'occasion de le faire, ils n'ont pas pu le faire. Nous avons un objectif et nous allons marcher vers notre objectif. Advienne que pourra, nous allons le faire. Et aujourd'hui, nous sommes félicités partout en Afrique et partout et dans le monde. Je suis surpris que nous voyons encore des citoyens, des Maliens, qui aujourd'hui ne reconnaissent pas le mérite et l'effort que nous sommes en train de faire. Et seulement en 17 ou en 18 mois. D'accord. Merci Dr Maïga, Maître Tapo. Le bilan. Merci Dissa. Moi, je pense qu'il faut être un peu modeste. Moi, quand je parle généralement, effectivement, sur le plan professionnel, merci des compliments, je m'adresse à un public spécialisé. Mais quand je fais de la politique, je parle en français facile. Je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un spécialiste. Mais les Maliens, parlons aux Maliens de la réalité. L'inflation, qu'est-ce que vous avez fait comme recette et qui va juguler cette inflation-là? Aujourd'hui, le prix du kilo de sucre, monsieur, il a augmenté de combien? Le prix de l'huile, il a augmenté de combien? Le prix du ciment, il a augmenté de combien? Et pendant ce temps, vous avez augmenté les salaires d'un sou? Moi, je veux bien toutes vos recettes fiscales là, mais vous avez augmenté les salaires pour juguler l'inflation. Ça aussi, c'est des choses élémentaires qu'on a appris en économie, même si on n'est pas docteur. Donc, depuis le 18 août, moi, j'ai jamais dit, j'ai une cohérence, moi, je ne dis jamais le matin blanc, l'après-midi noir, selon que je suis ou je ne suis pas. J'ai dit au début de cette transition que s'il faut 3 ans, ça ne me gêne pas. C'est ce que j'ai dit dans le cadre d'un discours très précis. Je pense que c'était sur Renouveau TV quand on est venu m'interviewer chez moi après le saccage de mon domicile. Je me rappelle très bien de ce que j'ai dit. Je dis contrairement à 2012 où on était sorti pour dire, comme il l'a dit, le coup d'État le plus idiot, on s'y est opposé au FDR, on a exigé le retour à l'ordre constitutionnel normal. Ce n'était pas le cas cette fois-ci. J'ai dit, moi, ça ne me dérange pas. Mais je n'ai jamais dit que c'était le rôle de la transition de réformer le Mali de demain. J'ai créé un mouvement dans ce sens, le Morema, qui, Dieu merci, aujourd'hui marche très bien. Et je compte sur ces jeunes-là pour réformer demain le Mali. Ce n'est pas la transition. C'est vous, vous en faites partie, docteur. C'est vrai. Je ne sais pas, vous dites vous êtes un homme d'État, vous ne l'êtes pas encore. Vous êtes au CNT, mais vous n'exercez pas le pouvoir au CNT. Mais je souhaite que demain, vous vous atteliez au vrai problème, que vous gouverniez ce pays-là. Le problème de sécurité, qui soit définitivement réglé. La vie chère, que ça soit réglé. Le problème de la santé, que ça soit... Vous me dites, vous avez été au point G aujourd'hui, mais ce n'est pas la transition qui a créé le point G. Qu'est-ce qui a changé dans nos infrastructures sanitaires? Qu'est-ce qui a changé au niveau de l'éducation? Tout ce qu'on a dénoncé, qu'est-ce qui a changé? C'est concrètement. Parlons en français facile. Moi, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un docteur en économie. Mais je vis au quotidien avec les Maliens. La pauvreté, elle ne fait que s'aggraver. La misère des Maliens, elle ne fait que s'aggraver. Je suis désolé, monsieur. Je reçois, moi, tous les jours des gens qui viennent à ma porte. Tous les jours des gens qui viennent te quémander. Tout le monde est devenu mendiant. Regardez les rues de Bamako. Mais c'est vrai, on ne vous sollicite pas. Combien de vieux, de vieilles, de jeunes femmes, de jeunes filles qui se baladent pour demander de l'argent pour manger à midi? Combien de jeunes diplômés sont au chômage? Vous avez réglé quoi comme problème? Tous les jours, vous avez des jeunes qui cherchent, qu'on paye sur les réseaux pour dire n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas de travail. Donnez-leur un travail conséquent, sérieux. C'est ça les réformes, les vraies réformes, c'est ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait comme réforme dans l'éducation? Moi, je nomme pas des personnes, et les gens que je cite, c'est eux qui sont aux affaires. C'est parce qu'ils sont aux affaires que je parle d'eux. Ce n'est pas en tant que personne. Avant d'être là-dedans, ils ont dit que la transition, c'était nul. C'est pas moi. Aujourd'hui, ils sont dans la transition, ils sont venus devant vous au CNT avec un programme d'action gouvernementale sur 4 axes ou je ne sais pas, 5 axes. Tout ça, c'est de la phraseologie, c'est des théories qu'on a entendues. Mais concrètement, ces axes-là, c'est où?
la seule chose que je constate avec vous, vous l'avez dit, c'est le problème de l'insécurité qui aujourd'hui est en train de s'améliorer dans le centre du pays. Même ça, vous n'y êtes pas. Moi, c'est chez moi, j'y vais là-bas, là. Je viens de Mopti. Mais avant ça, en 2017, quand j'étais au gouvernement, je suis allé sur le terrain avec le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Nous sommes allés à Yuarou, nous sommes allés à Tenengou, nous sommes allés à Sampi. La délégation qui nous a précédés a sauté sur une mine. Malgré ça, on a pris l'hélicoptère pour aller à Sampi. On y a trouvé un jeune colonel qui est aujourd'hui le gouverneur de Mopti, Abbas Dambélé. À Mopti, il y avait le colonel Ouagé, il y avait le colonel... attendez, je termine s'il vous plaît, parce qu'il ne faut pas qu'on nous dise. Il y avait le colonel Ouagé, il y avait le colonel Modibo Kone qui était à Mopti, le colonel Assimi Goïta était à Sofara, ils étaient sur le théâtre des opérations, aujourd'hui ils sont au pouvoir. Mais depuis là, ils étaient sur le théâtre des opérations. Il y a combien de Maliens qui sont morts? Ils y allaient avec quoi? Les véhicules blindés, les fusils qu'ils avaient. C'est aujourd'hui qu'ils ont eu. Ils étaient à main nue sur le terrain. Non, mais arrêtons. Ok, merci Maître Tapo. Monsieur Maïga, nous allons essayer d'avancer, cher monsieur. Permettez-le nous. On va essayer d'avancer. Je crois qu'on a fait un bon tour dans le passé et dans le présent. Et maintenant, essayons d'aller vers l'avenir maintenant, parce que nous allons tout droit à une prorogation inévitable. Hein. Voilà, de toutes les façons, ce sera une prorogation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Là aussi, question plateau. Merci. Dissa, avant de répondre, permettez-moi. C'est 5 minutes. Oui, mais moi, en 1 minute, je vais vous dire. Okay. Parce que je suis obligé de recadrer. D'accord. J'étais au palais le jour où on est parti voir le président Bandao. Et je me porte en faux par rapport à ce que vous êtes en train de dire, M. Koïta. Ah bon? Il y avait un discours qui a été lu devant tout le monde et ce discours existe. C'est ce discours dont je parle. Mais nous, au M5, nous n'avons jamais dit de faire une refondation à minima. Jamais. Ça ne sort d'aucun discours d'une entité du M5. Parce que le M5, c'est une idée, une réflexion mûrie. C'est un changement de système clair. Okay. Si des discours ont été traficotés ou changés, ce n'est pas le cas parce que dans notre façon de voir, de EMK jusqu'à ceux qui ont créé le M5, on n'a jamais parlé de refondation à minima. Nous avons toujours dit qu'il faut aller à la refondation. Et puis quelque part... Réforme à minima, je n'ai pas dit. Oui, mais réforme, nous parlons de refondation. Si c'est réforme, c'est autre chose. Parce que, il ne faut pas comprendre, réforme c'est superficiel, mais la refondation c'est au socle. Voilà, c'est ça que nous cherchons nous. Je veux dire aux Maliens rapidement, en termes de bilan aujourd'hui, on est en train de chercher à récupérer la Comatex, qui était morte. Plusieurs autres entreprises. On est aujourd'hui en plan de relance pour le MSA, qui a fait faillite depuis tout ce temps. Monsieur, quand on me dit, parlez-nous de la ménagère, le sucre a augmenté, l'huile a augmenté, ce n'est pas de notre faute. Le gouvernement de transition a tout fait. Et si vous regardez bien, sur le plan international, au Canada, en France, les prix ont grimpé. Les prix ont grimpé partout. Aujourd'hui, tout de suite, vous aurez la parole. Tout de suite, le sucre coûte moins cher au Mali qu'en Côte d'Ivoire. Tout de suite, aujourd'hui, vous pouvez vérifier tout de suite. Ça a toujours été. Bon, donc il ne faut pas qu'on nous dise. L'huile et autres là. On a mis plus de 1000 milliards de subventions entre les mains de nos commerçants pour pouvoir apaiser la souffrance des Maliens. Donc franchement, oui, voilà. Donc franchement, il faudra... Oui, plus de 1000 milliards, voilà, dans les subventions. Donc, mais le calcul est simple. Continuons. Dans les salaires, pour l'harmonisation de la grille salariale, on est à plus de 200 milliards. Juste ça. Plus que 2 minutes maintenant. Voilà, pour nous dire ce qu'il faut faire. Vous savez, voilà, pour cette prorogation. Vous savez, pour savoir ce qu'il faut faire pour la prorogation. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Ah, donc ce n'est plus question bateau parce que c'est moi. Qu'est-ce que je propose? Question plateau, j'ai dit. D'accord. Maintenant, ce que nous proposons, c'est d'abord de comprendre que les assises nationales de la refondation qui viennent d'avoir lieu
ont donné des recommandations. Ces recommandations, ça ne tombe pas du néant. Le chronogramme qu'on veut proposer sort de ces recommandations. Le calcul, il est simple. Vous dites qu'il faut aller aux élections. C'est technique. Hein. Pour aller aux élections aujourd'hui, on a déjà commencé à réviser la loi électorale, si je ne me trompe pas, qui est passée au niveau du CNT. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir, avec l'organe unique de gestion des élections, mettre en place cet organe et que ça soit opérationnel. Il y a des prérogatives de cet organe qui ont forcément besoin que des prérogatives de la Cour constitutionnelle soient modifiées. Quand tu veux toucher à la Cour constitutionnelle, il faut changer la Constitution. Quand tu changes la Constitution, tu seras obligé de revenir encore appliquer à toutes tes lois que tu as, surtout conformément à ces recommandations qui viennent d'être faites. Donc ce n'est pas une histoire parce que je veux le faire en 2 jours, en 3 jours, ou bien en 3 mois ou en 4 ans que tu décides à tue-tête. Les spécialistes se sont assis. Techniquement, ils ont démontré qu'avec l'insécurité, nous ne pouvons pas avoir un chronogramme moins de 4 ans. Et les 4 ans, c'est lorsque nous enlevons les périodes hivernales. Donc les 3 mois de l'hivernage, il faut enlever pour que les gens puissent vaquer à leurs préoccupations. Si on les comptait, en ce moment on est à 4, si on ne les comptait pas, on va à 5. C'est comme ça que le chronogramme est venu. Mais maintenant, il faut que les Maliens se donnent la main pour réellement dire que c'est une chance unique que nous avions. L'intelligence, la compétence, vos relations que vous avez, je vous en prie, c'est le moment. D'accord. C'est le moment d'être avec le Mali pour qu'on aille vite et bien pour l'intérêt et pour la prospérité. Sinon, si vous ratez le coach maintenant, je vous vois très mal. D'accord. Alors, monsieur Koïta, voilà, bientôt la prorogation, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons toujours été avec le Mali. Nous sommes des Maliens. Nous sommes des hommes constants, nous sommes des hommes qui demandent tout simplement le respect des engagements que nous avons pris, chose que nous avons partagée avec vous avant votre nomination à la primature. Maintenant, je voudrais quand même dire à l'homme d'État, qui est l'homme de l'État, maintenant un homme d'État, qui nous a dit tout simplement maintenant que le prix du coton, non, mon frère, le prix du coton sur le marché international avec Covid avait chuté. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est votre chance. Vous avez coïncidé à un moment où il y avait l'essor économique, ce prix a connu un essor. Dieu merci, nous nous en félicitons. Nous nous en félicitons. Maintenant, vous avez parlé d'hommes d'État, tout, je suis d'accord, mais à votre place, avec les sanctions où les Maliens vivent de conditions drastiques, j'allais renoncer à ce que vous percevez de façon indue à l'Assemblée nationale, non, au CNT plutôt, puisque vous n'avez pas été élu. Vous avez été là-bas pour nommer par un décret, et même là encore, hein, je rejoins Kader qui ont porté plainte. Nous, à l'époque, nous n'avons pas demandé la dissolution du CNT, mais nous avons dit ni la lettre, ni l'esprit du décret qui avait été pris portant création et composition du CNT n'ont été respectés. Donc maintenant, nous sommes devant le fait accompli. Voilà pourquoi le cadre, bien avant aujourd'hui, a alerté. Alerter, évitons. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous sommes dans le monde. Il y a des principes universels. M. Maïga nous a parlé de démocratie. Les principes démocratiques sont là. Hein. Peut-être si les hommes qui ont en charge plutôt de les mettre en œuvre, si ils ont failli, les principes démocratiques restent. Respectons ces principes démocratiques. Je suis à l'aise avec M. Maïga qui est de l'URD. J'en suis persuadé et je sais une seule chose. Si Feu Soumela Cissé était vivant, l'URD n'allait pas demander une prolongation de la transition de 5 ans. J'en suis persuadé. Paix à son âme. Maintenant, ce que nous demandons, nous avons dit qu'il faut aller aux réformes minimales. Transition, c'est une phase transitoire. Je voudrais dire les 18 mois dont les gens parlent. Certains ont dit que ces 18 mois nous ont été imposés. Ces 18 mois ont fait l'objet d'un consensus consigné dans la charte de la transition. Charte de la transition qui a été adoptée par l'ensemble des forces de la nation lors des concertations du 12, 11, 13, je ne m'abuse, 13 septembre 2020. On est rentré en négociation avec nos partenaires. Nous savions tous que les normes, sinon les principes, le protocole additionnel de gouvernance, étant membre de la CEDEAO, nous savons qu'à ce niveau, le coup d'État n'est pas accepté. La CEDEAO nous a accompagnés bien avant le coup d'État. Depuis qu'eux, ils ont pris la rue, quand ils parlent de la démocratie, c'est parce qu'il y a eu la démocratie, c'est parce que nous, notre régime, a accepté de voter une loi portant statut de l'opposition, en finançant l'opposition d'ailleurs pour nous insulter, en les donnant 500 millions en plus du financement des partis politiques, en respectant les droits fondamentaux de manifester,
d'expression, de parole. Parce qu'aujourd'hui, ces droits, même s'ils ne sont pas remis en cause, ils sont menacés. M. Paul a dit, il suffit de parler pour que demain on vous dise vous êtes apatride. Parce que vous ne partagez pas la même position que eux qui sont au pouvoir, avec lesquels nous avons cheminé pendant 9 mois, où nous étions d'accord par rapport à un certain nombre de principes. Pour nous, aujourd'hui, nous devons aller, par exemple, à la révision constitutionnelle. Nous sommes entièrement d'accord. Aujourd'hui, il y a les sanctions. Tout ce que nous devons faire, lever ces sanctions. Pour lever ces sanctions, c'est de midi à 14h. De midi à 14h, ça fait 1 mois que nous subissons ces sanctions. Les conséquences sont à venir, que Dieu fasse en sorte qu'ensemble, comme vous avez dit, le moment est venu que nous nous donnons la main. Le moment est venu que nous regardons que le Mali comme seul calendrier. Parce qu'apparemment, ceux, avant d'être au pouvoir, avaient une position. Une fois au pouvoir, le bilan aujourd'hui, parce que quand vous parlez de bilan, c'est le bilan de 9 mois. Vous êtes là depuis 9 mois. Pendant les 9 premiers mois, vous étiez en conférence de presse au garage des Bitar chaque jour pour insulter la transition. Nous n'avons pas fait cela. Nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains. Aujourd'hui, nous sommes d'accord qu'on peut aller à la révision de la Constitution, qu'on peut aller également à l'adoption d'un projet de loi consensuel. Pas un projet de loi où il y aura un organe unique de gestion où 4 membres seront nommés par le Premier ministre, 3 membres seront nommés par, je ne sais pas, le président de la transition. Nous pouvons également réviser la charte des partis politiques pour empêcher demain un parti politique qui exerce dans le cadre de la loi, s'il soutient un coup d'État, qu'on procède à sa dissolution pure et simple. Quand je vois des démocrates, des grands partis, des responsables des grands partis qui viennent nous dire aujourd'hui, non, il faut aller à la refondation, ça revient à la transition de faire cette refondation. J'ai mal. D'accord. Donc vraiment, nous sommes d'accord que nous devons nous rassembler, nous devons nous donner la main. Nous avons travaillé dans ce cadre, dans le cadre d'échange pour une transition réussie. On nous dit mais transition réussie, mais la réussite d'une transition, c'est la fin heureuse de la transition. D'accord. Alors, docteur Maïga, oui, qu'est-ce qu'il faut faire vu que nous partons à une prorogation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devrions faire quoi maintenant? Monsieur Dissa, j'ai 5 minutes. Je vais essayer de les départager en 2,5 pour répondre à des questions. Vraiment, nous sommes au CNT, mais nous restons humbles. Hein. Surtout que quand nous parlons avec des aînés qui ont eu à gérer, qui étaient aux affaires. En tout cas, maître, je vais vous dire, l'inflation dans les normes communautaires, lui et moi, on ne doit pas dépasser les 3%. Et par la grâce de Dieu, en 2022, dans la loi de finances, les prévisions, c'est de 2%. C'est vérifiable. Vous pouvez vérifier, c'est sur le site du ministère de l'économie et des finances. La hausse du prix du sucre, et puis vous avez évoqué le sucre et l'huile. L'huile, je vous explique. Nous avons dit que nous avons trouvé que vous avez mal géré la crise du coton. Cette mauvaise gestion a conduit à la baisse du coton, et c'est le coton grain qui contribue bien entendu à ravitailler les unités de production d'huile pour faire de l'huile. Et le Mali, sur le plan local, produit 80% et les 20% viennent de la Côte d'Ivoire et du fait qu'il y a eu en tout cas la crise de Covid sur le plan national et international. Donc la Côte d'Ivoire aussi avait besoin de ces 20% qui aussi prend en Malaisie, et la Malaisie aussi a connu des difficultés. Donc économiquement, c'est très simple à expliquer. Donc c'est vraiment l'une des conséquences de votre gouvernance, c'est vraiment. Maintenant, par rapport au salaire, effectivement, nous avons augmenté les salaires. Nous avons ajouté près de 220 milliards de francs CFA. C'est ce qui a amené et qui a conduit une augmentation de la masse salariale à 46,5%, parce que le grand frère Kouta avait raison quand il parlait des critères de convergence, qui dit qu'on ne doit pas dépasser les 35%. On a dépassé parce qu'il fallait stabiliser le pays, il fallait répondre aux aspirations profondes des centrales syndicales. C'est ce qui a bien entendu entraîné cette variation positive au niveau de la masse salariale. Donc c'est voilà. Maintenant la mendicité, bon voilà, je pense qu'on est venu trouver ça ici, et nous on est là que 18 mois, on ne peut pas nous taxer de tout. On fait du mieux qu'on peut. On n'a jamais dit que l'huile que les prix du sucre n'auraient pas augmenté. Quand il y a eu l'embargo le 9, le 10, on a demandé aux Maliens d'être Maliens, de faire appel à leur honneur, à leur grandeur, à leur dignité, d'accepter les difficultés et de se dire qu'il faut s'attendre à tout. Et par la grâce de Dieu, l'État a géré aussi cette crise, parce que le sucre local, le kilo est à 500 francs. Moi, je l'ai acheté à 500. J'ai vérifié aussi. Le sucre raffiné est à 600, parce que le prix du sucre sur le plan international, mondial aussi, a augmenté. Ça, c'est pas un problème du Mali. Vous avez vu l'inflation sur les chaînes, les médias comme bon, je vais taire les noms d'autres médias. Vous avez vu qu'en Europe et partout dans le monde, l'inflation est en train de fatiguer tous les États. Donc, on a vraiment fait des efforts par rapport à ça.
Maintenant, mon grand frère Koïta, en ce qui concerne le coton, je n'ai jamais dit parler du prix du coton ici. J'ai parlé de la productivité, 820 000 tonnes. Il s'agit du capital et du travail. Nous avons amené à 820 000 tonnes. C'est ce que nous avons dit. Maintenant, le prix, ça c'est bien entendu sur le plan international. Je n'ai jamais parlé de ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant... Plus qu'une minute maintenant. Je suis désolé. Maintenant, en ce qui concerne ce que nous devons faire, je pense que nous devons continuer à travailler. Nous avons un objectif, c'est vraiment de faire des réformes sécuritaires, des réformes politiques, des réformes institutionnelles, des réformes dans le plan de l'éducation et de la santé. Nous allons essayer de faire un tri et voir ce qui est faisable et ce qui est vital pour l'essence même de notre vie et de la souveraineté de notre État. Nous allons faire ces réformes-là et bien entendu que nous allons discuter avec les Maliens, nous allons discuter avec les frères, les pays frères et amis du Mali pour trouver un consensus, pour voir exactement pendant quel délai nous pouvons les faire. Il y a un ministère, un gouvernement spécialement dédié pour cette cause-là. Peut-être c'est à eux de nous dire exactement quel est le temps qu'il leur faut avec des partenaires qui sont en train aujourd'hui de discuter. La première fois, excusez-moi pour sortir, les 18 mois que nous avons eu, il n'y a pas eu de discussion avec les partenaires techniques, notamment l'Union africaine, les pays de la CEDEAO. Cette fois-ci, il y a un cadre de dialogue et de discussion qui est là. Et je pense qu'il va sortir quelque chose de potable de là. Et l'État, le gouvernement va sauvegarder l'intérêt et l'aspiration profonde du peuple malien par rapport aux recommandations des assises nationales de la refondation. D'accord. Alors, M. Tapo, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit qu'il fallait 4 ans à cause de l'insécurité pour organiser les élections. 4 ans, vous ne les aurez pas. Ça, c'est une évidence. 18 mois plus 4 ans, ça fait un mandat électif. Autant aller vous faire élire. Maintenant, ici même sur ce plateau, j'avais dit que l'organe unique, pour les 8 mois qui venaient, c'était de l'impossibilité absolue. Il s'est trouvé quelqu'un du M5 ici pour dire on va le faire dans le mois. Ça fait 8 mois maintenant, monsieur. La réalité vous rattrape toujours. Je l'ai dit, c'est de l'impossibilité absolue de faire l'organe unique pour faire les élections de la transition. Mais avant ça, pour vous dire notre bonne foi, nous, on a été appelé par le ministre de l'administration territoriale à un atelier. On lui a dit oui, monsieur le ministre, c'est l'administration qui doit faire les élections. Cette administration, on l'a dit. Ça veut dire qu'on est des républicains. On a dit simplement, il faut voir la CENI qui a été dissoute, la faire revivre et changer, lui donner un peu plus de pouvoir. Parce que depuis la CENI que j'ai eue, qui avait une compétence totale dans toutes les matières, les CENI qui sont venus n'avaient que des pouvoirs de supervision. Ils n'avaient même pas de pouvoir de contrôle. Ce qui fait que la Cour constitutionnelle ne tient pas compte de leur rapport. Mais si on renforce les pouvoirs de contrôle de la CENI, la Cour constitutionnelle va en tenir compte. Donc, et ça va contrebalancer la sincérité des opérations faites par l'administration. Voilà ce que nous avons proposé qui était concret. Et toute la classe politique s'était mise d'accord. Et on a fait un projet de loi électorale avec le ministre de l'administration territoriale. 2 jours après, on a convoqué un meeting M5, atelier M5. Pour insulter tous ceux qui avaient dit d'aller vers cette solution-là. Et on a dit, organe unique, que la classe politique a décidé à l'unanimité. On en est où aujourd'hui? La loi concernant cet organe unique, je crois qu'elle vient d'arriver chez vous. Bon, 8 mois après, la loi n'a pas été encore examinée. Vous voulez encore 8 mois pour faire cette loi, pour après mettre un organe improbable en place? Non, monsieur, la solution, elle est simple. Elle est simple, ce n'est pas la peine de nous gargariser avec des mots. La démocratie, c'est une valeur absolue aujourd'hui. On doit aller aux élections. Nos partenaires exigent ça, le monde entier exige ça. Pas du Mali seulement, de tous les pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de dialoguer entre nous, Maliens d'abord. Nous, on l'a dit au président de la transition, quand il a eu l'amabilité de nous appeler. Parce que ceux qui ont organisé les assises, on pensait qu'on n'était pas des Maliens. Mais nous, on n'a pas de raison de démocratie à recevoir de qui que ce soit, ni de patriotisme. Moi, j'ai commencé à militer à l'âge de 17-18 ans. J'ai distribué des tracts en France pour le Mali. J'ai amené ici l'étudiant malien, j'avais 18-19 ans, monsieur. À l'époque, si on te prenait, on t'amène à Taoudini. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir sur ça. Il faut qu'on arrête un peu. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on écoute les gens, que les Maliens s'écoutent, qu'on se parle pour aller vers les élections. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas sorcier. Appelez toute la classe politique, c'est ce qu'on a dit au président de la transition. Appelez-nous tous.
asseyons-nous autour d'une table, évaluons le temps perdu. On a perdu 9 mois, au moment où ils nous recevaient, c'était 4 mois encore qu'on avait perdu. J'ai dit évaluons ça et définissons un délai raisonnable, nécessaire et suffisant pour aller vers les élections. C'est ça la solution. C'est pas aller aux assises nationales pour aller dire le peuple demande X délai. Ça ne marchera pas. On lui a dit qu'on n'irait pas aux assises parce que ça ne servirait à rien. Et aujourd'hui, on est devant ça. On est devant ça. Qu'est-ce qu'on a retenu de ces assises? Prorogation de 5 ans. Mais la communauté internationale a pris ça pour une plaisanterie. C'est comme ça, ils ont vivement réagi comme ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On nous dit encore qu'il faut 4 ans. Mais attendez là. En 2012, on a fait les élections. La transition a tenu les délais. L'insécurité était encore plus grave. On a été envahi. Tout le nord du Mali était envahi. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Qui nous a délivré là? À Konna, qui nous a délivré de l'invasion? Aujourd'hui, on est en train de dire tout et n'importe quoi. Moi, je suis désolé, soyons concrets, appelons la classe politique, parlons avant que les positions ne se radicalisent. Avant que les gens ne se radicalisent, parce que c'est ce qui s'est passé sous l'ancien régime. On a monté les enchères petit à petit. On a dit on ne veut pas reconnaître le président élu. On a fait des désobéissances civiles, etc. Aujourd'hui, on est en train d'arriver vers la fin de la transition. Ça a été fixé par une charte adoptée par les Maliens à 18 mois. On arrive à la fin. Vous ne croyez pas que ce serait légitime que nous aussi on dise bon, on vous a accompagné sans participer à votre pouvoir, on vous a accompagné pendant 18 mois, maintenant on venait nous dire il faut 5 ans, on n'est pas d'accord? Ce n'est pas notre droit de Malien. Qui est plus malien que nous? Donc nous disons, parlons, mettons en place les structures qu'il faut pour faire l'élection avec l'administration. L'organe unique, il faut l'oublier. D'accord. C'est tout. Il ne nous reste plus qu'une vingtaine de minutes, hein. Ouais, déjà. Et comme on est parti sur la base de 5 minutes par question, on va continuer à respecter cela. Et donc, pratiquement, ça va être la dernière prise de parole. C'est vrai qu'il y a eu des répliques par-ci, par-là. Mais moi, j'aurais aimé que, vraiment, sur cette dernière question, maintenant, qu'on laisse toutes les répliques en paix, quoi. Maintenant, moi, j'aurais vraiment aimé et les répliques, qu'on laisse tout ça sur la base de cette dernière question que je voudrais vraiment vous poser. J'aimerais que vous dites aux Maliens, face à la mésentente, je dirais, que nous avons avec la CEDEAO, face à la mésentente que nous avons avec la France, face aux sanctions sous lesquelles vraiment nous pouvons dire que les pays croulent, bon, pas crouler en termes clairs du terme, mais des sanctions qui nous fatiguent. En tout cas, maintenant ou plus tard, de toute façon, nous savons que ces sanctions ont été prises dans le seul dessein, en fait, de fatiguer le peuple malien et nous-mêmes, les autorités. Nous en sommes désolés, tout le Mali est contre ça, mais nous sommes sûrs qu'il faut que ça aille entre nous et nos voisins. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à la CEDEAO? Qu'est-ce que vous avez à dire à nos autorités? Et quel est l'appel que vous lancez toujours à l'endroit du peuple malien pour que nous puissions nous retrouver en Maliens afin de sortir tôt ou tard de toutes les façons de la transition et de continuer sur une voie normale avec le reste du monde? Merci Dissa, c'est dommage quand même qu'on n'a même pas commencé à se réchauffer, que c'est terminé. Franchement, je suis désolé. Hein? La prochaine fois, il faut faire face à face, quoi. C'est bien, quoi. Voilà. Mais en réalité, Dissa, il faut que les Maliens comprennent, que tout le monde comprenne. Les sanctions de la CEDEAO sont injustes. Ça n'existe nulle part dans les textes de la CEDEAO qu'ils peuvent fermer nos frontières. Nous avions des traités internationaux. Ça n'existe nulle part qu'on peut mettre ce genre d'embargo sur un pays enclavé. Alors, parce qu'on a fait un coup d'État. Le coup d'État actuel du Mali, on peut l'appeler comme on veut. La crise malienne est différente de toutes les autres crises survenues en Afrique. Ce n'est pas du tout la même chose. Les militaires ne se sont pas levés. D'ailleurs, je me rappelle un jour, on voulait sortir le M5. On a échangé avec un officier qui nous a dit... Nous, on a donné instruction que les militaires ne se mêlent pas du tout de vos affaires. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Donc, ils n'ont jamais voulu s'approcher ni de près ni de loin de nos affaires.
C'est le peuple qui s'est levé, c'est le peuple qui s'est battu, malgré le mémorandum que nous avions voulu donner à l'ancien président pour lui donner une porte de sortie honorifique, il n'a pas voulu. Mais la crise malienne est endogène, elle est profonde, elle est multiforme et nos ennemis sont nombreux. Nos ennemis, il faut le dire, un intellectuel malien doit l'accepter. On n'a pas 2, 3 ennemis, c'est la France, l'ennemi du Mali. Qui veut l'entendre, on le dira même demain. Qui veut comprendre que les présidents de la CEDEAO sont des marionnettes de la France, on le dira. Je vous donne juste un exemple. On nous annonce que les sanctions vont tomber contre le Mali et c'est la France qui l'annonce, avant même le sommet de la CEDEAO. Plus tard, quand les sanctions sont tombées, c'est la France qui court pour aller aux Nations Unies pour voter une résolution pour pouvoir appuyer les sanctions de la CEDEAO. Alors, c'est un ami ça? C'est un parent? C'est un ennemi. Il faut le combattre. Et notre dignité, notre fierté, notre souveraineté, c'est de se mettre debout. Le Mali va être libéré du joug du colonialisme ou du néocolonialisme. Ça, c'est un. De deux, tous les Africains, tous les panafricains courent aujourd'hui pour aider le Mali. Ces panafricains-là, c'est parce qu'ils sentent qu'ils souffrent dans leur chair pour le Mali. C'est pourquoi ils sont en train de faire ça. Donc, franchement, moi, je pense que si les Africains nous soutiennent, sentent notre colère, c'est parce que quelque part nous avions raison. C'est entre nous Maliens que nous devrons nous comprendre. C'est entre nous Maliens. Monsieur encore, Maître Tapo, votre compétence. Sincèrement, vous pensez que si vos idées sont lumineuses, on serait là? Oui, mais moi je n'ai pas été là pendant 30 ans, le M5 n'a pas été là pendant 30 ans. Non, moi je n'ai pas été, parce que le M5 n'a pas été là pendant 30 ans. Mais vous étiez là peut-être plus de 30 ans, parce que vous avez dit, vous êtes arrivé à 18 ans. Vous étiez là. En 97, si la CENI avait été un bon instrument, on ne serait pas là aujourd'hui, on n'allait pas faire l'organe unique de gestion. Si nous avions décidé de changer tout ça, c'est parce que toutes les CENI ont échoué, à commencer par votre CENI qui a bousillé 15 milliards. Je dis encore, monsieur, Maître Tapo, il faudrait que vous compreniez, on n'a pas voulu changer la décision que vous avez prise en imposant l'organe unique de gestion. Nous avions réfléchi à tout ce qu'il faut comme réforme au Mali avant vous, pendant que vous étiez en train de partager le beurre, l'argent du beurre. Oui, dans le pouvoir bien sûr. Pendant que vous étiez en train de chercher à matraquer les gens du M5, parce que vous avez dit sur les chaînes que si vous êtes nommé, si vous étiez ministre de la Justice, vous allez enfermer tous les gens du M5. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, c'est une chaîne. Non, vous l'avez dit. C'est une chaîne, vous l'avez dit. On va chercher les images. On va les chercher. Donc c'est pour vous dire que pendant ce temps, vous ne pouvez pas réfléchir comme nous. Nous, on était dans la rue et nous réfléchissons pour changer le Mali pendant que vous étiez là pour manger l'argent que vous avez amassé à travers vos différentes fonctions du Mali. Ça ne peut pas être la même chose. Donc je vous demande sincèrement, dites que les politiciens, la démocratie, les réformes, nous sommes arrivés à un point. Si vous pensez que vous êtes fort, qu'on n'aura pas 4 ans, ce n'est pas vous ou votre cadre qui va nous empêcher d'avoir 4 ans. Je termine en une seconde. Ce n'est pas votre cadre qui va vous permettre de nous empêcher. Aujourd'hui, sauf les Keneflé. Si nous on veut, on va faire 10 ans, vous ne pouvez pas l'empêcher. D'accord. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Merci, monsieur Maïga. Monsieur Kota. D'accord, on évolue. Un responsable d'un parti politique aussi important comme lui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Contre-courant des valeurs républicaines et démocratiques. Je voudrais d'abord dire au jeune frère Maïga, avant de continuer, il a parlé du coton. Je voudrais dire que l'État accorde une subvention de 15% au secteur agricole. Je vais te dire, donc, cette subvention accordée, le prix du coton sur le marché international, c'est en fonction de ça que le prix du coton est fixé sur le plan national. Effectivement, à cause de la crise Covid, le prix du coton avait chuté. L'État ne pouvant pas faire 2 subventions compte tenu des défis, c'est ça qui a amené les cotonculteurs à l'époque se révolter et il n'y a pas eu de culture de coton, malheureusement. Je voudrais également dire à mon frère, je ne sais pas si c'est mon grand frère ou bien si on a le même âge, M. Kader Maïga, oui, ce pays nous appartient tous.
Le Mali nous appartient tous. Nous devons tous songer à faire en sorte que notre pays soit une référence, que notre pays puisse relever ces défis énormes, afin qu'on puisse léguer un Mali meilleur aux générations futures. Mais ce n'est pas à travers des discours. Vous savez, gérer un pays, c'est éviter des problèmes à ses populations. Gérer un pays, c'est faire en sorte de répondre aux aspirations et aux préoccupations profondes de son peuple. Nous avons regretté, nous avons déploré ces sanctions. Mais nous savons que nous sommes dans le monde. Nous savons que ces principes sont là. Pensez-vous que notre pays peut avoir raison sur l'ensemble de la communauté internationale? Pensez-vous que les 13 pays de la CEDEAO, parce qu'il y a 13, nous sommes 2 sur le Mali, ces 13 pays de la CEDEAO sont contre le Mali? Pensez-vous que l'Union européenne contre le Mali? Pensez-vous que tous ceux-ci sont contre le Mali? La seule chose qu'on nous a demandé, vous avez parlé de souveraineté. Mais c'est ça que nous demandons. La constitution malienne, dans son article 26, dit que la souveraineté appartient au peuple malien, qu'il l'exerce à travers ses représentants ou par voie référendaire. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Pour vous, vous êtes le peuple, nous ne sommes pas le peuple. Parce que vous avez dit que nous ne pouvons pas vous empêcher. Toute force est détruite par ses excès. Le plus fort n'est jamais assez fort que s'il transforme la force en droit et l'obéissance en devoir. Faites attention. Faites attention. Donc vraiment, mettons bas la terre. Donnons-nous la main. Nous savons aujourd'hui, parce que du fait que nous avons même dit que nous n'allons plus reconnaître les autorités de la transition à partir du 25 mars, certains ont déjà pensé au 26 mars. Ça n'a absolument rien à voir. C'est des engagements que nous avons pris. Le président Bandao et le vice-président Assimi Goïta ont prêté serment le 25 septembre 2020. C'est à partir de ce jour-là que la transition a commencé. Le calendrier qui avait été publié par le gouvernement, moi j'ai un autre calendrier, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de calendrier qui a constitué la base de la négociation. Non, j'en ai. Il y a un calendrier ici qui a constitué la base de la négociation. Le premier tour c'est le 27 février. Le second tour c'était une semaine après. Le futur président de la République devait rentrer en fonction, prêter serment le 25 mars 2022. Ça veut dire que le contrat social qui lie les organes de la transition, quand j'entends que le CNT veut réviser, mais quelle légitimité vous avez aujourd'hui? Vous êtes en fin de mandat. Votre rôle aujourd'hui en tant que membre du CNT, c'était quoi? Vous êtes censé être l'organe législatif qui contrôle l'action du gouvernement. 2 premiers ministres sont passés. Un premier ministre et un second premier ministre est passé présenter son plan d'action gouvernemental. Devant vous, devant l'opinion nationale, devant l'opinion internationale, il a promis de respecter le délai de la transition. C'est sur la base de cette promesse que vous avez voté son programme d'action gouvernementale. Nous sommes à un mois de la fin. Il n'a pas pu le faire. Votre rôle, c'était de le convoquer, de l'interpeller. Et si possible, de voter une motion de censure contre lui. C'est ça la démocratie. D'accord. Donc vraiment, nous sommes prêts au dialogue. Nous sommes des républicains. Nous sommes des démocrates. Quand on dit les 30 ans, prenons au sein du M5, ceux qui ont géré le Mali pendant les 30 ans, ils étaient là sous Alpha, ils étaient là sous ATT, ils étaient là sous IBK. Beaucoup de cadres du M5 RFA étaient membres du gouvernement IBK de 2013 jusqu'en 2017. Assumons notre part de responsabilité. Tout n'a pas été rose. Nous avons dit, seul Dieu est parfait. Les œuvres humaines, ça, c'est l'homme comme ça. Ce qui est bon, nous l'assumons. Ce qui n'est pas bon aussi, nous l'assumons, nous allons le corriger ensemble. Voilà pourquoi nous avons demandé qu'à partir du 25, pour nous, ce contrat est fini. Nous demandons au président de la transition, il est encore jeune, de ne pas se laisser manipuler par ceux qui sont allés aux élections présidentielles, qui n'ont jamais eu 2%, 3%. Monsieur Kader, vous l'avez dit sur ce plateau ici, que vous n'allez pas faire en sorte que ceux qui ont quitté le pouvoir, je vous ai écouté, que vous allez tout faire pour les empêcher de venir au pouvoir. Merci, merci M. Kota. D'accord, docteur Maïga. Je vous remercie de votre témoignage. Merci. D'accord, c'est bon, on continue, docteur Maïga. Merci, monsieur Dissa. Merci. Moi, quand j'écoute mon grand frère Koïta, je suis inquiet. Vous savez, le plus grand malheur d'un homme politique, c'est d'obéir à une puissance étrangère. Un passé qui ne... Je vous en prie, attendez qu'il termine, hein, c'est les derniers propos. Vous savez, un passé qui ne passe pas, un présent qui ne rassure pas est un futur qui préconise l'échec. Je pense aujourd'hui que le passé politique de mon grand frère Koïta ne rassure pas et il le rattrape. Son présent politique ne le rassure pas et je pense que son avenir politique est voué à l'échec s'il continue comme ça. Nous sommes tous le peuple. Nous l'avons dit,
nous n'avons pas été animés par une volonté d'aller aux élections. Ce n'est pas une volonté d'aller aux élections qui nous a mis dans la rue, mais c'est parce que nous avons aspiré à un changement profond, un changement sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, sur le plan du système éducatif et sur le plan de la gouvernance. Voilà ce que nous avons demandé. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, l'évasion fiscale, nous avons mis fin à cela parce que oui, l'évasion fiscale, ça se faisait au Mali. Et je sais que ça fait peur à beaucoup de gens. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne veulent pas la Russie de cette transition parce que là où ils ont échoué, c'est là-bas nous avons réussi. Ils ont dit, ah, attention les jeunes, attendez votre tour. Mais aujourd'hui, ces jeunes militaires nous ont fait confiance. Moi, je suis jeune aujourd'hui. C'est pourquoi du haut de cette salle, je demande à toute la jeunesse malienne de s'aligner derrière les autorités de la transition, de les aider parce que le président m'a fait confiance en tant que jeune. Moi aussi, j'ai confiance à cette jeunesse et c'est cette jeunesse qui peut aujourd'hui porter ce pays-là. Nos aînés, un instant, j'ai dit Natlala quoi. Laissez-le gagner du temps. On y va. Nos aînés ont eu leur temps pour gouverner ce pays. Et aujourd'hui, on ne demande pas de les mettre de côté, mais on demande qu'ils soient sages, qu'ils nous accompagnent, qu'ils essayent de fédérer leur expérience à notre énergie. L'énergie que nous avons, l'énergie qui nous anime. Cette énergie qui nous permet de terrasser en longueur de journée nos adversaires. Et cette énergie, nous l'incarnons avec une énergie. Et chaque jour que Dieu fait, nous nous réveillons avec cette énergie qui nous permet de terrasser le plus puissant des adversaires de la République du Mali. Qui est l'adversaire soit de côté, de l'intérieur ou de l'extérieur, nous sommes prêts à les terrasser et c'est ce que nous faisons à longueur de journée. Nos aînés qui sont là ont eu à gérer le pays. Certains ont les suivis. Je pense qu'ils sont en train de mettre un frein à leur carrière politique. C'est pas à moi de le dire, c'est au peuple de décider, c'est au peuple de les sanctionner. Je ne suis pas dans les débats de personne. Ce que l'autre X ou Y a fait avant, vraiment c'est son problème. Aujourd'hui, nous avons des jeunes militaires qui ont fait confiance à des gens. Ils les ont mis au travail. Je pense que le résultat est là. C'est sur le résultat que nous devons être jugés. Le bilan sur le plan de la santé, tenez-vous bien, dans nos hôpitaux, les CHU Gabriel Touré ou Pongy, il n'y avait même pas de scanner. Un scanner pour un pays comme le Mali. Plus de 60 ans d'existence. Mais quand nous sommes venus, nous avons doté nos hôpitaux de scanners. Des appareils de dialyse. Nous n'avons pas d'appareils de dialyse. C'est le minimum pour un État. Mais ce minimum, on ne l'avait pas hier. Mais nous avons fait ce minimum. Mais aujourd'hui, tellement que c'est fait, ils sont là. Les gens peuvent vaguer et tranquillement à leur occupation dans certains contrées, dans certaines localités de notre pays. Les gens se disent que mais quand on fait le ratio de la gouvernance passée aux 18 mois ou aux 17 mois de transition que nous avons vu, nous sommes fiers, nous le resterons à vie parce que nous avons fait du progrès, nous avons fait quelque chose de bien pour le pays. Appel à toute la jeunesse malienne, au peuple malien, filles et filles, maliens et maliennes de l'intérieur comme de la diaspora, sortez et soutenez votre transition parce que c'est l'heure de l'honneur et de la dignité et de la souveraineté. Nous l'avons dans le sang, il est temps de démontrer aujourd'hui que nous sommes fiers dans le sang, dans la moelle épinière et même dans les os. Je vous remercie. Merci. Vous pouvez applaudir maintenant. Voilà. Vous pouvez applaudir maintenant. Vous pouvez le faire encore si vous voulez. Hein. Ok. D'accord. Maintenant, on peut avancer. Public, on peut avancer. Ok, d'accord. Maître Tapo. Bien choisi, ces choses sont dites. Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas le verbe. Et puis, comme vous l'avez dit, moi aussi, je ne m'attaque pas aux personnes. Je pense que l'invective et l'insolence ne servent à rien. Je pense qu'on ne m'aurait pas entendu sur le plan international si je faisais des invectives. Moi, j'ai dit les choses simples telles qu'elles sont. En 1997, j'ai eu à diriger la CENI en tant que bâtonnier de l'ordre des avocats, monsieur. J'étais élu par mes pairs, par des avocats. Et ma plus grande fierté, c'est que quand je rencontre encore aujourd'hui le président Alpha Omar Konaré, il me dit, monsieur le bâtonnier, vous avez sauvé les institutions. Je vous en prie. Je vous en prie. Attendez, Natlala. Je vous dis, monsieur, peut-être pas vous, monsieur Maïga. S'il vous plaît. Maître, un instant, ouais. Je vous en prie, des deux côtés. Ok, on reprend. Peut-être, monsieur Maïga, je ne vous connais pas. Vous venez de me dire en entrant là qu'on s'est vu en 89, quand je suis rentré de Paris. Je suis allé à Gao pour la première fois en 89. Mais je ne vous connais pas sur le plan politique. Quand je parle, les M5, je ne parle pas de vous, mais tous vos dirigeants. Pendant 30 ans, ils ont été là. Dans tous les gouvernements, comme il l'a dit. Ils n'ont pas changé le Mali. C'est aujourd'hui qu'ils vont le changer. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis venu bâtonnier à la CENI. J'étais un arbitre. J'ai fait les élections qui ont été très difficiles, monsieur. Mais au moins, il n'y a pas eu de coup d'État.
C'est les mêmes qui ont échoué en 1997 à renverser Alpha Oumar Konaré, qui se sont alliés après à Ibeka, qui était le premier ministre d'Alpha Oumar Konaré, pour venir à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai été député 2 fois à l'Assemblée nationale. J'ai affronté le scrutin à Mopti. 2 fois, j'ai été élu, dont la 2e fois au premier tour. Tous ceux qui parlent n'ont jamais été affronter le scrutin législatif. Quand ils sont allés au présidentiel, ils ont eu 1 ou 2%. Et aujourd'hui, ils veulent nous en imposer. Je vous en prie. Non, monsieur. Non, monsieur. Et ensuite, j'ai été ministre en 2007 et en 2017, 6 mois. Et ministre de la Justice, 1 mois, monsieur. Je n'ai jamais vécu par l'argent public. La CENI, vous l'avez dit, c'est la seule chose que vous avez dans votre vie à dire, à répéter. Vous ne l'avez même pas vécu. 15 milliards sur 2 ans d'élection. J'ai donné ici même, il y a un autre avant vous qui s'y a essayé. J'ai donné les chiffres des élections depuis 2017. Comme vous êtes des économistes, la moindre des choses, c'était quand même ça. Si j'ai bouffé 15 milliards, les élections qui ont suivi immédiatement ont coûté 25 milliards, posez-vous des questions. Celles qui sont venues après ont coûté 40 milliards. Est-ce que je dis n'importe quoi? Celles d'après ont coûté 50 milliards. Qu'est-ce que vous avez budgétisé, vous, au CNT, pour les élections qui vont venir? Vous pouvez dire le chiffre? Donc arrêtons ça. Moi, je ne suis pas dans l'invective. Je n'ai pas de raison de patriotisme à recevoir de qui que ce soit. Personne n'aime le Mali plus que nous. Quand je vous ai dit j'ai commencé à 17 ans, c'est de militer. Ce n'est pas d'être dans le gouvernement. J'ai été 6 mois ministre et 1 mois. Les autres là, qui sont en train de dire tout aujourd'hui, ils ont été de tous les gouvernements. Pendant 30 ans, c'est ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, ils veulent nous parler de refondation du Mali nouveau. Non, arrêtons là. Vous dites que vous avez réfléchi sur l'organe unique pendant que nous, on faisait quoi? Dans la rue? Je vous prends au mot, hein. Vous avez réfléchi dans la rue sur l'organe unique? Moi, j'ai pratiqué l'organe unique en 97. Et c'est parce que vous avez voulu en 97 cet organe unique que vous l'avez imposé que ça fait tous les problèmes. Mais nous, on est bénis. Il n'y a pas eu de coup d'État en 97. Et cette fois-ci, vous avez réussi à faire un coup d'État. Et vous allez faire échouer la transition avec l'organe unique. Le but, c'était ça, de vous installer 5 ans, 4 ans. Mais quand vous êtes venu au départ, là, le 24 mai, qu'est-ce que vous avez dit? On va faire les élections le 27 février. Il n'y aura pas un jour de plus. C'est pas vous? Quels sont les techniciens qui vous conseillaient? Ah bon? Ah ouais, c'est facile ça, justement, le peuple. Ah, je ne veux vraiment pas être désagréable avec vous, M. Maïga, sinon j'ai la réponse. Bon, mais je ne veux pas être désagréable avec vous. Donc le peuple, vous n'en avez pas le monopole. Vous n'en avez pas le monopole. Vous n'êtes pas plus malien que nous. Jeune homme, vous êtes un peu, vous dites que vous êtes humble, mais je vous trouve un peu trop prétentieux. J'ai eu votre âge. Je vous l'ai dit, moi j'ai commencé à 17-18 ans à distribuer des tracts dans le froid, sous la neige, pour le Mali. Je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Encore une fois, demain, là, ce n'est pas par des discours comme ça que vous allez construire le Mali de demain. C'est de dialoguer, c'est de se respecter, c'est de se dire la vérité. Ces colonels-là, vous êtes en train de les amener tout droit dans le trou. Tout droit. Moi, je vous dis, hein, vous ne pouvez pas les aimer plus que nous. Parce qu'encore une fois, nous les avons vus sur le terrain des opérations. On a vu les soldats qui sont morts. On ne peut pas ignorer ça. Arrêtez de penser que vous les aimez plus que les uns et les autres. On a vu ça. La France, vous dites c'est notre ennemi? Ben, vous avez vu la vidéo qui circule depuis 2 jours là? Votre chef du gouvernement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Que ceux qui parlent de la France comme notre ennemi, c'est pour cacher l'incompétence des dirigeants. C'est pas ce qu'il a dit? Qu'il ne parle pas, il ne parle que des mauvaises choses que la France a faites, mais il ne parle pas des bonnes choses, que lui il a dit ça dans son livre. Alors, et encore aujourd'hui, vous osez lui dire que c'est la France notre ennemi? Mais évidemment, c'est trop facile. Et le peuple n'est pas comme ça. Malheureusement, le peuple n'est pas comme ça. D'accord, les 5 minutes. Et je termine simplement à vous dire, on a une chance aujourd'hui. S'il vous plaît, ne la gâchez pas. Encore une fois, on le dit, c'est pour vous les jeunes. Arrêtez de vous invectiver, arrêtez d'insulter les anciens, arrêtez de penser que vous avez fait des études supérieures plus que tout le monde. Arrêtez de croire que vous êtes les plus intelligents. Les jeunes Maliens qui sont dans la rue, qui n'ont fait que des études moyennes, c'est des Maliens comme vous. Si vous avez eu la chance d'étudier, proposez autre chose au Mali. Pas des injures, pas des invectives.
Ce n'est pas ça qui va construire le pays. Ce n'est pas nous opposant les uns aux autres pour dire la France c'est l'ennemi, ceux qui parlent de la France. Arrêtez de parler français. Je ne vous comprendrai pas, on ne se parlera pas. Je ne parle pas son règne, vous ne parlez pas Bozo. D'accord. Bon, merci. Si on veut faire, faisons comme Paul Kagame, arrêtons, changeons de langue, renvoyons tout le monde, assumons. Alors, d'accord. C'est pas ça la solution. La solution, c'est le dialogue. Dialoguons, donnons-nous la main, nous sommes tous des Maliens. Merci beaucoup. Merci. Public, merci à vous, venus nombreux assister à cet enregistrement. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez, merci de votre fidélité, toujours constante. Nous étions sur le thème bilan de la transition et perspective avec Monsieur Abdelkader Maïga, membre du comité stratégique du M5 RFP, Monsieur Amadou Koïta, président de PS Yeliounkoura, Dr Amadou Albert Maïga, membre du CNT, et enfin Maître Kassoum Tapo, président du Morema. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente semaine de travail. Au revoir. Je pense qu'on va se